La team, quel est le rôle de la Russie sur la victoire de l'armée malienne à Kidal? Je vais vous montrer ici une vidéo qui vous montre la stratégie du président, colonel Assimi Goïta à Kidal. Depuis quand il a commencé ce combat? Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est quand le gouvernement a annoncé l'entrée des FAMA à Kidal que le combat avait commencé. Mais non, Assimi Goïta a commencé le combat de Kidal depuis le premier jour qu'il a pris le pouvoir au Mali. Ça commence avec la collaboration avec la Russie, avec la fin de la collaboration avec la France. Quand il décide de chasser les ambassadeurs français, il décide de retirer RFI du Mali, France 24 du territoire. Tous les médias et les syndicalistes pro-France. Assimi Goïta avait déjà commencé le combat contre les terroristes de Kidal en ce moment-là. Mais seulement, nous voyons toujours ça comme un simple combat. Il savait que pour gagner la guerre de Kidal, il fallait d'abord commencer à la gagner au niveau des informations. Et que la France, et que France 24 et RFI étaient tellement bien munis des appareils de l'heure pour mener un combat de désinformation. Et donc, s'il fallait gagner, il fallait d'abord les retirer de là. De deux, il savait que l'ambassade française au Mali était déjà mieux outillée, mieux placée avec toutes les informations pour contrecarrer tous les plans du gouvernement. Et donc, il fallait d'abord mettre cet ambassadeur-là hors d'état de nuire. Ensuite, il a compris aussi que la collaboration avec la France n'aidait pas beaucoup, vu que depuis plus de 10 ans, elle était là et ça ne changeait absolument rien. Et donc, il fallait tester une autre personne, mais de manière réelle, il fallait assumer son choix. Alors, le Mali a décidé d'assumer le choix de travailler avec la Russie. Et en ce moment, le Mali a commencé à acheter des drones, des avions de guerre, des armes. Le Mali s'est approvisionné de manière significative. La guerre avait déjà commencé. Le Mali a donc acheté des radars. Elle a sillonné le terrain, sillonné Kidal. Elle a commencé à regarder les failles, les défaillances, les avantages. Elle a compris que la MINUSMA sur le terrain, ça devait être très difficile pour elle de récupérer Kidal en un laps de temps. Alors, elle a décidé d'en finir aussi avec la MINUSMA. Et voilà où on frappe le coup de grâce. Et quand ceci est fait, la MINUSMA veut toujours prendre son temps, mais seulement quand Assimi Goïta met la pression sur les terroristes, bien évidemment, ça met la pression sur la MINUSMA qui, un bon jour, avec la complicité des terroristes, décide de partir. Mais seulement, tout en laissant un boulevard aux terroristes, en croyant qu'il devait avoir l'avantage sur l'armée malienne. C'était mal connaître les préparations d'Assimi Goïta qui avaient déjà duré plus de 2 ans. La team, regardons cette vidéo pour mieux comprendre ce qu'il essaie de vous expliquer. Au lendemain de la rectification de la transition, le colonel Assimi Goïta a estimé qu'il fallait un réel réarmement moral de notre outil de défense. Cette étape a été suivie de son équipement. C'est ainsi qu'au cours des 20 derniers mois, les autorités de la transition ont organisé plusieurs cérémonies de remise officielle aux FAMA. Des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes, des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail des hommes. Déjà le 9 août 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, remet un important lot d'aéronefs et d'équipements aux forces armées maliennes. Ces nouvelles acquisitions comprennent des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que d'un deuxième avion de transport tactique des troupes Airbus Casa. Ceci afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et consolider notre souveraineté aérienne face aux nouvelles menaces. L'arrivée de ces vecteurs aériens a suscité chez les Maliens une effervescence générale rappelant les beaux jours de l'armée de l'air. Bis repetita le 19 janvier 2023, les clés de plusieurs nouveaux aéronefs sont remises par le colonel Assimi Goïta au chef d'état-major de l'armée de l'air. Des appareils qui vont renforcer la flotte aérienne de l'armée nationale. Ces nouvelles acquisitions de conception russe se composent d'avions de chasse et d'appui de type Sukhoi 25, d'avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39, d'hélicoptères de manœuvre Mi-8, des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique de notre pays. Dans la même foulée, le 16 mars 2023, de nouveaux équipements constitués d'aéronefs militaires de combat et de surveillance L-39 et de drones sont remis aux forces armées maliennes, notamment à l'armée de l'air.
ce qui permet à cette composante de franchir un cap précieux dans son équipement pour pleinement contribuer à l'éradication du terrorisme. Le vecteur aérien de l'armée malienne est ainsi renforcé par des avions de chasse et autres hélicoptères. Tous ces vecteurs aériens constituent une composante importante de notre outil de défense. Kati, jeudi 27 avril 2023, remise officielle d'un important lot d'équipements et de matériel militaire roulant pour l'opérationnalisation partielle de 19 groupements tactiques interarmes GTIA. Des blindés équipés, des BRDM, des BTR 60 et 70, des véhicules de combat, des camions citernes et bien d'autres équipements, ce sont là les nouvelles acquisitions de l'armée malienne. Ces équipements ont été pour la plupart acquis auprès des partenaires historiques du Mali, particulièrement de la République populaire de Chine. Exclusivement acquis sur le budget national, ils sont employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ces équipements et matériels de dernière génération répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. C'est une armée nationale bien équipée et forte moralement à hauteur de nos ambitions qui se met à l'assaut des groupes terroristes. La suite est connue. Les victoires se succèdent à un rythme effréné, comme en témoigne la libération de la ville de Kidal ce 14 novembre 2023. Cette date sera longtemps gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. Dans le domaine de l'énergie ou encore de la recherche de l'exploitation minière, les dossiers en instance entre le Mali et la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom sont nombreux et d'une importance stratégique pour notre pays. Pour les membres du gouvernement appuyés par les équipes techniques, il s'agit à présent d'approfondir les discussions sur les mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Parmi les accords conclus alors, celui relatif à l'énergie nucléaire avec la construction prévue de 4 centrales de 55 MW chacune. Nous avons un gap de production d'environ 150 mégas et je pense que les 220 mégas attendus pourront vraiment nous permettre d'assurer la couverture de ce gap et d'assurer une permanence en tout cas de la production d'énergie à partir de l'énergie nucléaire. Il s'agissait donc de mettre en rapport les équipes techniques aujourd'hui. Également, il fallait fixer un calendrier par rapport à la mise en œuvre de cela. La prochaine date concerne donc l'envoi pour une mission de l'équipe technique au 11 décembre pour qu'ils viennent visiter des centrales nucléaires et proprement dites et voir dans quelle mesure on va donc très rapidement organiser la réalisation d'une telle centrale chez nous. En attendant, le Mali envisage d'avancer rapidement sur l'utilisation de la technologie nucléaire dans des domaines comme l'agriculture, mais aussi et surtout la médecine avec l'appui de la société Rosatom. Aujourd'hui, ils exportent leur savoir-faire dans plus de 20 pays européens. Donc le délai est pris très rapidement pour que l'équipe technique puisse se faire une idée et se mettre en rapport avec le spécialiste de la maison ici pour que très rapidement, en tout cas, ils ont dit qu'il faut maximum un délai de 2 ans si on veut réaliser un projet carrément à partir de la construction, de l'envoi des équipements, la formation, etc. Donc ça peut prendre 2 ans. Mais si déjà nous avons des hôpitaux qui ont des blocs capables d'accepter ou de recevoir ces équipements, je pense que le délai peut être largement réduit. En matière d'énergie, les besoins de notre pays sont grands et le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre du mémorandum conclu avec Novawind, une des nombreuses filiales du géant russe du nucléaire. 4 projets de barrages, 3 projets de centrales éoliennes, de nombreux projets solaires sont déjà sur sa table en plus de la réalisation demandée par notre pays d'une carte énergétique d'ici 6 mois. Nous avons essentiellement rappelé à la société que l'énergie est une question de souveraineté nationale désormais et qu'il n'est plus question de travailler sur le domaine énergétique sur la base du PPP tant que l'État n'aura pas d'abord atteint la couverture totale des besoins des populations. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que ces différents projets, on puisse avoir un calendrier de mise en œuvre. Donc pour les projets d'énergie hydraulique, nous avons
obtenu un délai de 2 ans pour leur réalisation et pour les projets d'énergie solaire et éolienne, c'est un délai de 3 ans. Dernier sujet sur la table à l'occasion de cette séance de travail, la recherche et l'exploitation minière dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec cette autre filiale de Rosatom, la filiale Uranium One Group. 2 permis de lithium ont été fortement discutés. Les échanges vont se poursuivre et nous avons rappelé que le véhicule de toutes les participations de l'État, c'est la société Sorem, et que tout va se faire désormais dans le cadre de la nouvelle réglementation minière, c'est-à-dire le code minier 2023, et où on va avoir au moins une participation assez importante d'au moins 50% dans cette société, à travers non seulement les 35% qui sont dus à travers le code minier, 30% pour l'État, 5% pour le secteur privé, mais également la société Sorem, qui est donc désormais détentrice de ces permis, aussi va avoir une part importante qui peut amener l'État du Mali, donc globalement, à une participation minimum de 50% dans ces sociétés. À l'issue de cette réunion, les 2 parties conviennent de poursuivre les échanges sur les sujets concernés. Objectif pour le ministre de l'Économie et des Finances, avancer sereinement dans la construction d'une économie stable et pérenne en vue d'amorcer un développement durable. Plus de 3000 km à vol d'oiseau de la capitale russe Moscou, un pan de la Sibérie. Ces vastes étendues de terre et surtout son climat réputé glacial en cette période hivernale. Ici, nous sommes à Krasnoyarsk et pour la délégation malienne conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, la 5e ville de Sibérie valait bien le détour puisqu'elle abrite la plus importante usine d'affinage de la Fédération de Russie. Kraftsvetmet, leader mondial de l'affinage de métaux précieux, produit tous les ans pas moins de 200 tonnes d'or de la plus haute qualité. Il s'agit d'ailleurs de la seule usine de Russie à procéder à l'affinage de quantités importantes de l'ensemble des 8 métaux précieux. C'est avec ce leader mondial du secteur que notre pays, à travers un mémorandum d'entente, a établi un cadre de collaboration devant aboutir à la construction au Mali d'une usine d'affinage. Je rappelle qu'en octobre, nous étions donc venus sur l'instruction du plan de la transition et nous avons eu des discussions avec la société Krasnoyarsk, des discussions qui ont été conclues par un mémorandum qui avait pour objectif d'apporter à notre pays un appui technologique et l'ingénierie industrielle dans le cadre de la création d'une usine d'affinage de l'or. Nous avions pris des engagements de part et d'autre. Nous devions renseigner un questionnaire que nous avions envoyé et leur transmettre ces documents. Ensuite, nous devions leur transmettre aussi les coordonnées de la parcelle sur laquelle sera implantée l'usine d'affinage. Nous avons donc tenu nos engagements et il était aussi prévu que nous venions ici au cours d'une prochaine mission pour visiter l'usine afin de nous rendre compte de comment fonctionne donc une usine d'affinage en termes de technologie, en termes de process et aussi en termes de gouvernance. Affinage de métaux précieux, fabrication de produits à partir de ces métaux, Kraftsvetmet œuvre dans le secteur depuis plus de 80 ans maintenant. Justement, dans ces ateliers, l'or se décline dans toutes ses dimensions. De la réception de la matière première au coffre-fort en passant par la fonte, le coulage des lingots d'or, la délégation malienne a eu droit à une visite guidée de la quasi-totalité des ateliers et services. Une visite de laquelle les membres du gouvernement sortent pleinement satisfaits. Nous avons vu les infrastructures, nous avons vu les équipements, nous avons visité aussi les laboratoires. Et donc aujourd'hui nous partons donc satisfaits justement donc de ce que nous avons vu. L'usine d'affinage en gestation pour le Mali, il en a été justement question au cours d'une séance de travail avec la direction de l'entreprise. Les capacités de production évaluées à 200 tonnes par an, l'équipement et la technologie ainsi que la stratégie contractuelle étaient au cœur des débats. Justement nous sommes tombés d'accord, il doit y avoir l'étude de faisabilité avec toutes les propositions contenues dans le mémorandum. Et ensuite, sur cette base, nous allons donc convenir justement des aspects contractuels.
La visite de la délégation malienne à l'usine d'affinage avait commencé ici au musée de l'entreprise où elle a eu droit à un rappel historique. On retiendra notamment cette fièvre de l'or que la zone a connue au 19e siècle et qui n'est pas étrangère à l'actuelle vocation de la région de Krasnoïarsk, propriétaire à 100% des actions de son usine. Un musée où chaque visiteur peut également mesurer grâce à la teneur en métaux précieux de son organisme. Félicitations, vous êtes de l'or. Et vos familiales.